Petite histoire pour ceux qui font des compromis avec la vie. Cela faisait des jours que je n'avais pas mis le nez dehors. Le plus souvent, je demeurais enracinée dans son canapé-lit, impassible dans mon pyjama rayé, prisonnière de l'attente et du cadran dont je voyais les aiguilles se chevaucher interminablement. Je l'ai vu à chaque fois se tirer hors du lit, pour aller dans le monde quelque part où je n'irai pas, où j'ai peur de me rendre. Il ne se décourageait pas. Chaque jour, sa volonté lui faisait composer le numéro de ses clients, les sourires tendres pour sa mère, pour son frère, sa sœur, un entourage grossi chaque jour de nouvelles têtes, auprès desquelles il contractait un nouvel engagement. Un nouveau site internet, un nouveau chantier, de nouveaux élèves le mercredi, pour ses soutiens de français. Tandis que je m'épaississais de vieux souvenirs, étalés dans une marée interminable de livres flambant neufs, jamais ouverts, et couverts à demi dans la clarté palichonne des jours d'hiver. Son nouveau à lui avait toujours eu quelque chose d'exaltant et d'unique. Mon nouveau à moi se couvrait de poussière le lendemain. C'est quelque chose que je ne saisis pas, le nouveau. J'y songeais en prenant mon 3e café. Peut-être toute nouveauté s'était-elle dérobée à moi, le jour où je me suis habitué à l'insoutenable amertume du café. Y a-t-il un breuvage plus punitif que le café soluble? Car, s'il est bien chose certaine, c'est que je me punis. Je me mets seule, de préférence au coin. J'attends que le temps passe, puis je le blâme d'aller si indifféremment. Et lorsque le blâme est épuisé, comme après s'être débarrassé de ses ennemis, se lassant vite de la creuse palpitation du contentement, on se trouve mieux à se laisser pour morte plutôt qu'à reprendre sa route. Sans la redoutable et excitante adversité du monde, il semble que je dépéris. Toute ma consolation se trouve dans le ménage que je peux accomplir. Je peux toujours passer des jours entiers, bien sûr, à regarder les fentes séchées du vernis de la table, en faire une lente recension et attendre que cette minutieuse topographie m'emmène, par le truchement de mon imagination, dans les cratères de Yellowstone ou sous les chutes du Reichenbach. Peut-être pourrais-je même les contempler des années, m'y attacher pour les apprivoiser, et y voir là le Graal suprême. Après un temps, l'enlisement s'en irait comme les jours d'Apollinaire, et je demeurerais seul, ravi d'être emmuré, saisi à peine du trouble de la mémoire de jours meilleurs. Il s'est levé après moi ce jour-là. Je me souviens avoir été vaguement désirante de le voir ainsi s'habiller devant mes yeux pour rejoindre la gare. Il partait en week-end chez ses parents. Je lui avais prétexté crouler sous le travail que je ne faisais pas, pour ne pas avoir à subir sa famille. L'odeur de désinfectant qui suinte les murs de leur maison, les appels lancés dans l'escalier, les sinistres craquements de leur toit. D'ailleurs, il faut dire que sa mère m'avait en horreur. Elle ne me trouvait pas assez entreprenante, trop distante, à peine épanouie de fréquenter son fils. La douleur de savoir que je ne pourrais pas la détromper agissait comme un paralytique. L'amour, peut-être, aimer sa mère sans qu'elle m'aimât en retour, sans la contrepartie de sa reconnaissance, aurait pu être un stimulant à la hauteur. Cependant, mon orgueil n'arrivait pas à cette mesure. Je me sentais écrasée par cette abominable rivalité de bonnes femmes, cette lutte pour celle qui s'attirerait les faveurs du garçon qu'elles chérissent. J'aurais aimé pourtant me hausser au niveau de l'estime que Benjamin avait pour moi, devenir celle qu'il croyait voir à l'intérieur de ma coquille. Mais incarner ce rôle faisait partie des nombreuses choses auxquelles je n'arrivais plus à me résoudre. Trop lasse de m'inquiéter, de faire semblant, de poser. Et Benjamin lui-même, s'était-il préoccupé de maintenir les hautes espérances des premiers mois d'amour? Avait-il su conserver ce que j'aimais de lui? Pourquoi devrais-je faire un effort pour perpétuer ce simulacre de vie quotidienne qui nous composait? Bientôt il serait parti. Ai-je encore des regrets? Vaguement. Aussi vaguement que je le désirais encore à ce moment-là. Ce fut là davantage le souvenir, la marque indélébile d'un désir passé. Car il avait pris cet embonpoint grotesque depuis le mariage.
On y discernait encore les plis d'anciens muscles ventraux, mais la charpente semblait avoir vieilli de quelques ans. Si encore nous avions pu faire la meilleure des confitures dans le plus ancestral des pots, voilà qui aurait pu être excusé. Mais, déjà à cette époque, nous ne faisions plus l'amour. Oh, bien sûr, j'y étais bien pour quelque chose, ou du moins, les anxiolytiques qui me consumaient et dont je dépassais largement les doses prescrites, eux, avaient dû bien prendre part à ce gâchis. Mais je me mentirais si je ne m'avouais pas qu'il y avait toujours eu quelque chose de ridicule chez Benjamin. Une somme de tout petits détails qui éteignait la flamme. Une fois, tandis qu'il partait assister à une réunion, il m'avait demandé comment je le trouvais dans son nouveau costume. C'était le même qu'il portait avant de partir en week-end. Après tout, je crois me souvenir que c'était le mariage de sa tante. Ce même costume, trop court pour lui, dont les coutures forcées lui donnaient l'allure d'une parodie de statue grecque, et où il a toujours un peu débordé de chaque côté. « Tu es très bien », lui avais-je alors répondu en détournant le regard. « Tu es très bien », lui répétai-je aussi cette fois-là. Aurais-je dû dire la vérité? Ce non-dit permanent était-il là pour tenter de vernir une relation qui s'était écaillée depuis longtemps? Je m'étais poussé à croire que ne plus m'investir était toujours préférable, quand bien même l'hypocrisie serait de mise. Il est parti en me laissant un baiser sur la joue. Le lundi d'après, il me quittait. Ce n'était qu'un petit mensonge.